bonjour, bienvenue à Bonjour à toutes tous. et à tous. Et puis surtout, toutes nos excuses, toutes mes excuses les plus plates pour ce faux départ, pour ce cafouillage. Voilà, pour vous, en voulant régler un problème de son, on a créé un gros problème, comme quoi parfois le mieux est l'ennemi du bien. Bien. Donc, bienvenue dans cet atelier où on va parler motion design aujourd'hui. Motion design pour les journalistes et les communicants principalement. Je suis Philippe Couve, je suis le directeur et le fondateur de samsa.fr, qui est un organisme de formation basé à Paris et qui intervient en Europe et en Afrique sur tous les sujets liés au numérique, précisément à la production de contenu numérique. Avec nous aujourd'hui, un expert, journaliste, mais surtout motion designer. Bonjour, Scan Salut Tricky. Philippe. Comment ça va? Tout va bien et toi? Bon, tu es en ligne depuis la Belgique. Où est-ce que tu es Tout à fait. confiné exactement? À Anderlecht, à 300 mètres de l'hôpital Erasme. Je l'ai en face de moi d'ailleurs. Ça a pris une D'accord. belle jambe. Bon, et vous, derrière votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette, vous êtes aujourd'hui plus de 250 à vous être inscrits pour ce webinaire en provenance d'une dizaine de pays différents. Donc, bienvenue à vous et puis à nouveau toutes nos excuses pour les petites difficultés au démarrage. Alors, on va faire plus ample connaissance avec toi, Scan, dans quelques instants. Avant ça, Assurément. deux infos essentielles. La première concerne le déroulement et le fonctionnement de cet atelier en ligne. Et puis la seconde concerne une réduction qu'on va vous proposer à vous qui suivez cet atelier pour la formation professionnelle proposée par Scan Tricky avec samsa.fr. Alors on va commencer l'atelier, on va partir sur 45 minutes de présentation avec Scan Tricky et ensuite il répondra à vos questions pendant 15 minutes et on va essayer de faire en sorte que l'exercice tienne sur 1 heure de temps. Pour poser vos questions, vous avez un bouton QR comme questions et réponses en bas de votre écran et c'est un chat en quelque sorte où vous pouvez poser vos questions et moi, pendant que Scan fera l'exposé, je regarderai les questions et je me ferai votre porte-parole ensuite pour lui faire remonter les questions qui ont été posées le plus souvent. La deuxième info, je le disais donc, concerne la formation professionnelle que nous avons développée avec Scan Tricky, notre expert du jour. Une formation sur le motion design à destination des journalistes et des communicants, notamment, autrement dit, une formation pour celles et ceux qui n'ont pas vocation à se plonger dans tous les méandres techniques d'After Effects, et ils sont particulièrement Oh oui. nombreux. Une formation pour une utilisation en quelque sorte simplifiée de ce que permettent de faire les outils After Effects, Premiere et Adobe Rush quand ils sont bien utilisés et utilisés intelligemment. Cette formation en ligne, elle est programmée sur 4 demi-journées. La prochaine session aura lieu début mai, les 4, 5, 6 et 7 mai de 9h30 à 13h. Il s'agit de classes virtuelles en petits groupes. Alors là, il ne sera pas question de se retrouver à 250 comme on pourra l'être aujourd'hui, mais Oh, plutôt sinon, on prend un auditorium. non, ça sera des petits groupes d'une douzaine de personnes maximum parce que là, c'est particulièrement important que le formateur puisse accompagner chacune Oui, tout et à fait. chacun dans sa progression. Alors voilà, à la fin de cet atelier, nous vous communiquerons le code qui vous permettra de bénéficier d'une réduction sur cette formation. Sachez que si vous êtes en France, il existe des modalités particulières de financement possibles pour prendre en charge cette formation. Alors, ça dépend de votre situation, CDI, CDD, pigiste, demandeur d'emploi ou autre. Pour en savoir plus, vous pouvez nous adresser un message dans la rubrique contact du site samsa.fr où vous nous envoyez un mail sur contact@samsa.fr et on vous dira en fonction de votre situation, en fonction de votre statut, à quel type de financement vous avez droit, quel type de financement vous pouvez mobiliser. Si vous n'êtes pas en France, si vous êtes dans un autre pays, nous vous invitons à vous renseigner sur les dispositifs d'aide à la formation professionnelle qui sont mis en place dans votre pays. Voilà pour l'introduction. Scan, tu es prêt? Je suis prêt. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, comment ça a commencé entre le motion design et toi? Ça paraît pas un chemin tout à fait évident pour quelqu'un qui, je sais, a Pas du commencé tout. dans la presse écrite. Tout à fait. J'ai commencé en fait au journal le soir en tant que reporter. Je faisais du reportage descriptif, souvent au Moyen-Orient, puisque je parle pratiquement couramment arabe, mon origine tunisienne. Et en fait,
c'était il y a pratiquement 12 ans. Je suis tombé par hasard sur YouTube sur une chaîne qui s'appelle Kurzgesagt. En anglais, c'est In a Nutshell, qui font de la vulgarisation scientifique en animation graphique. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, quelle belle façon de narrer les choses. Surtout que c'était de la vulgarisation sociologique et scientifique, d'où l'aspect sociologique qui m'intéressait, car ce sont des questions qui m'interpellent énormément. Et je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant pour raconter en journalisme des choses, faire de la data visualisation, raconter des sujets qui sont plus, comment dire, plus riches en écrit qu'en visuel. Et c'est comme ça que je me suis renseigné sur comment on apprend ces procédés et comment ça s'appelle. Et c'est là que j'ai vu que cet art-là s'appelle le motion design, donc l'art du graphisme en mouvement. Et puis, de fil en aiguille, je me suis renseigné sur les logiciels, principalement Illustrator et After Effects. Et peu à peu, à force d'apprendre, j'ai appris plein de procédés, le codage JavaScript, j'ai commencé à faire de la vidéo. Je crois que le premier média après le corporate pour lequel j'ai fait de la vidéo, c'est avec l'Observateur, à l'époque où Aurélien Viers était le chef du pôle visuel et il m'avait proposé de faire une visualisation à Molenbeek liée aux attentats. Et donc là, c'était moitié enquête et moitié visualisation sur After Effects avec Google Earth. C'est vraiment comme ça que j'ai commencé le motion design pour la presse. Alors, je peux dire peut-être quelque chose parce que ta modestie l'empêche peut-être, mais tu es aujourd'hui, à travers ce parcours d'apprentissage que tu as mené, devenu véritablement un expert en matière de motion design, à tel point que Adobe, la célèbre marque donc de logiciels, te fait animer des webinaires très techniques chez eux, très extrêmement pointus. Alors aujourd'hui, il ne va pas être question d'aller dans ce niveau de technicité. Au contraire, tu vas revenir à tes premières amours et à tes débuts lorsque tu n'y comprenais rien pour essayer de partager avec nous un petit peu les bases et ce qu'on peut faire quand on n'a pas le temps ou la vocation de passer des jours, des semaines, des mois à apprendre tous les détails de fonctionnement de ces logiciels et en particulier d'After Effects. Je te laisse la parole, Scan, pour nous expliquer tout ça. En effet, ce monde est infini parce qu'il y a la 2D, la 3D, le compositing, les effets spéciaux, c'est énorme comme domaine. Mais comme tu le dis si bien, ce que je vais reprendre, c'est la base de la base pour ceux qui s'y intéressent, qui ont la curiosité d'aller plus loin, puissent se former. Parce que j'espère que tant de monde puisse suivre ce chemin parce qu'il m'a été très profitable. Et concrètement, actuellement, je fais des habillages pour plein de médias, c'est-à-dire la RTBF, Canal+. J'ai fait quelques mises à jour aussi pour l'avenir. Puis aussi, je bosse avec une boîte de consultance à Paris qui s'appelle Embrace, dans laquelle on fait du développement également pour les médias. Donc, il y a une large demande dans le secteur. Je bosse également dans le milieu des effets spéciaux avec des boîtes qui font les films Avengers, Blade Runner, Ghost in the Shell, etc. Et je vais vous donner quelques exemples et peut-être une brève histoire du format vidéo sur les réseaux sociaux. Alors, je vais partager mon écran, comme ça je montre quelques exemples, en tout cas les premiers exemples de chaînes qui sont connues comme Brut, AG+, ou Vox. Alors, Scan, avant que tu partages ton écran, il faut vraiment que tu restes bien en face de ton micro, sans toucher le micro, on ne touche plus à rien. Mais peut-être que tu te rapproches un peu parce qu'on me dit que le son est un peu lointain quand tu parles. Et là, tu m'entends bien? Écoute, on va voir. En fait, il est très sensible ce micro. En effet. Ouais, on va voir ce qu'en disent les participants dans les commentaires et je te dirai. D'accord. Alors, je vais partager mon écran, donc ma fenêtre Premiere Pro, dans lequel je vais montrer les premiers exemples de chaînes que l'on connaît bien et qui sont très présentes sur les réseaux sociaux. Donc, la vidéo sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'assez récent. Ça a commencé en fait 2012, 2013, notamment par HG+, qui a lancé cette tendance sur les réseaux sociaux. Et à l'époque, quand on regarde leurs vidéos, ils faisaient des choses vraiment très basiques. Et il faut dire que pourquoi on faisait… Ça, c'est la première vidéo de AJ+, qui a créé le format avec ces textes animés sur les vidéos. Tout à fait. Et là, ce qu'on voit, c'est juste une présentation avec des images qui ont quelques animations d'échelle et de position.
Et c'était très simple à l'époque, même pour le titre. Et il faut dire aussi que si maintenant on est arrivé à un tel point qu'il y a de belles animations graphiques actuellement, c'est parce que la technologie évolue, la manière de travailler aussi. À l'époque, on devait passer d'un logiciel à un autre pour intégrer des animations graphiques. C'était beaucoup plus lourd en fait. Et maintenant, il y a des outils qui permettent de fluidifier tout ça et de centraliser tout ça sur un logiciel de montage. Et de même, il y a de plus en plus de tutoriels de formation sur ce type de production. Et donc, soi-même, on peut suivre le parcours pour apprendre les techniques pas à pas. Et c'est ce que je vais donner en fait aujourd'hui, c'est comment apprendre ça. Comment ça se fait sur plusieurs logiciels. Et si on passe d'un logiciel à un autre, c'est quoi l'utilité? Alors, la chose la plus basique, c'est sur Adobe Rush. Et puis, on va monter progressivement dans la technique et finir par After Effects, qui est un logiciel d'animation et de compositing et d'effets spéciaux, où là, c'est vraiment dédié à des productions lourdes et à des productions telles que Brut, AG+, Vox, RTPF. En tout cas, beaucoup de chaînes utilisent cette manière de travailler. Mais comme on peut le voir sur les premières vidéos de Brut ou de Vox, c'était des choses plus ou moins simples, quoique Vox avait un feeling en design beaucoup plus poussé, car c'est l'objectif, ils ont toujours poussé le design assez loin. Ici, par exemple, on voit une interview, essentiellement, mais au début, on voit vraiment un opener avec des animations graphiques, des animations textuelles, de cartes, etc. Alors pour AJ+, comme vous l'avez vu, c'est des choses très simples. De même pour Brut, au départ, ils avaient ce style Brut, justement. Et leur première vidéo, c'était une comparaison de François Hollande en 2011 et en 2016, dans lequel il faisait dialoguer les deux interventions de l'ancien président de la République. Et dessus, on voit simplement du sous-titrage et du montage, mais pas plus. Maintenant, les procédés qu'il y a, c'est beaucoup de choses qui sont mêlées ensemble, car la technologie aide à ça. Et l'exemple le plus récent, donc je vais prendre, là je vais partager mon écran, je vais montrer un exemple de Brut, c'est ceci qui est très récent. On voit diverses animations textuelles, on voit également qu'il y a des teintes sur les mots, et tout ça en fait est automatisé. Alors il faut dire que pour Brut, essentiellement le process, c'est entre After Effects et Premiere Pro. Toutefois, on peut composer des templates de manière simple, juste en passant par exemple sur Adobe Rush, qui est une application qui est essentiellement tournée vers les users sur smartphone, et qui est disponible sur Mac et PC de même, dans lequel c'est une interface qui est très simplifiée, où on peut composer des templates. Alors la grande différence, c'est que sur Adobe Rush, c'est des templates avec des paramètres simples. Sur After Effects, c'est vraiment pour configurer des automations lourdes, avec du codage, avec plusieurs animations textuelles. Dans un même template, on peut avoir énormément de paramètres. Et je vais le montrer en parenthèse tout à l'heure. Donc, pour Rush, c'est très simple. Donc ça, c'est ma fenêtre avec un Alors footage là, d'exemple. précise, on est dans Adobe Rush, qui est peut-être le Tout à moins fait. connu parce que le plus récent de Oui. tous les logiciels de la suite Adobe. Donc ce logiciel que Adobe a mis au point spécialement pour des gens dont la vidéo n'est pas le métier d'origine et Tout qui à peuvent fait. être amenés à travailler soit à partir de leur smartphone, soit sur ordinateur. Et donc ça marche sur iPhone, sur Android, sur PC et sur Mac. Clairement. Et c'est vraiment une interface simplifiée et qui reprend les paramètres de montage de Premiere et quelques techniques simples qu'on peut reproduire dans After Effects. L'objectif de ça, c'est qu'on puisse monter et intégrer des titrages sur smartphone. C'est tout. Cette application sert à ça. Et donc, en effet, elle n'est pas adressée à des personnes dont le métier, c'est la vidéo, mais à des personnes qui s'y intéressent ou à des youtubeurs qui n'ont pas forcément des connaissances en vidéo, mais qui se débrouillent et qui veulent en fait des applications simples. Mais ce qui est bien avec cette application, c'est que de même pour les médias, eh bien, leurs journalistes qui ont essentiellement de l'écrit en expérience, ils peuvent utiliser cette application et avoir des templates à leur disposition pour faire des animations simples, c'est-à-dire tourner sur le terrain, monter sur le smartphone et intégrer des titrages.
Alors, j'en profite pour, parce qu'il y a une question, on va y répondre tout de suite. On nous demande si c'est Oui, gratuit ou payant. Adobe Rush est téléchargeable gratuitement et on peut faire 3 exports tout à gratuitement, fait. Tout à fait. sans difficulté avec la version gratuite. Ensuite, ça devient payant et de mémoire, c'est de l'ordre de 11 € par mois l'abonnement, puisque Tout désormais, à tous les fait. produits Adobe sont sur un système d'abonnement. Et je sais pas, et après, ça doit pouvoir être inclus dans la suite Adobe pour les gens qui ont la Tout suite. à fait. Alors, moi, je paye la suite à 60 €, quoique Adobe, pour 60 € par l'instant, mois, ça peut hein. tout à fait, 60 € par mois, quoique Adobe, pour l'instant, il donne 3 mois gratuits, vu les conséquences du coronavirus. Celui qui veut profiter ou qui a la licence et veut faire des économies, qu'il saute dessus, il aura 3 mois gratuits. Et en effet, l'application, elle est disponible dans un package complet, ou un peu comme la formule photo, elle est disponible en application seule. Et donc, permet déjà de faire du format vidéo et de le partager directement sur les réseaux sociaux. Alors ici, comme vous le voyez, on a un rush d'exemple et on a une animation textuelle. Très simplement, donc c'est une animation en position et en opacité avec une bande. Comme ça, on la voit bien par rapport à l'exemple vidéo. En fait, pour le modifier, si on voit bien mon interface, n'hésitez pas à me dire, il suffit de cliquer sur le rush, d'aller dans le menu Edit. Et là, on a le template avec tout ce qu'il faut pour modifier le template. Ça, on n'a Et on rien à peut faire, c'est livré dans le logiciel tel quel. lorsqu'on le télécharge. Tout à fait. En fait, il y a même plusieurs exemples. Ça veut dire que si je fais All, vous voyez, il y a plein d'exemples que Adobe a composés. Par exemple, je peux prendre celui-là, Blue Chrome Left. Je le drag and drop dans ma séquence. Et voilà. Et quand je clique dessus, Edit, et j'ai tous les champs que je peux mettre à jour. Donc, en effet, Adobe met déjà pas mal d'exemples à disposition pour qu'on comprenne comment c'est fait ou des exemples qu'on peut utiliser dans nos propres productions. Si quelqu'un ne s'y connaît ni en graphisme, ni en template, il peut utiliser les exemples d'Adobe librement. Il n'y a pas de copyright dessus. Donc, ça veut dire qu'il y a une bibliothèque de Oui, petites animations comme ça. Et qui est ensuite, on préinstallé, en peut effet. changer la couleur, on peut changer la police de caractère, on peut changer différentes caractéristiques de ces animations. Tout à fait. En fait, il suffit de cliquer dessus, d'aller dans le menu Edit, et là, on a tous les paramètres. Donc, si je veux changer la typographie, il suffit que je change la typographie de la sorte. Vous voyez? Et là, on le voit sur ton ordinateur, mais ça se comporte de la même manière sur mobile, sur smartphone. Alors, c'est exactement la même interface. Bon, bien sûr, au ratio du smartphone, sauf que là, on travaille avec son doigt et ça fait exactement les mêmes fonctionnalités. Et il y a une fonction très simple, en fait. C'est qu'on peut prendre, de même que sur smartphone, le ciseau, si on veut monter, et il suffit de, automatiquement, l'élément se coupe. Il suffit par exemple que je clique sur mon rush, j'appuie sur le ciseau et ça se coupe. Il suffit que le repère temporel soit à un endroit particulier. Par exemple, je peux le mettre à 1 seconde, j'appuie sur le ciseau et il coupe mon élément. Il s'agit de bien le sélectionner. Et de Donc, ça même veut sur dire que smartphone, vu que c'est un outil de montage et pas seulement un outil pour faire des animations graphiques, en fait. tout à fait, en fait l'objectif d'Adobe, c'était de toucher un public qui utilise le smartphone pour monter de la vidéo. Alors avant, il y avait d'autres applications comme Mojo ou comme Filmic Pro, qui sont des applications plus vieilles qu'Adobe Rush. Mais justement, Adobe a voulu toucher ce public et mettre à disposition une application qui est dans le même écosystème que les autres applications, c'est-à-dire Premiere Pro, Photoshop, Illustrator, etc. Parce que Rush accepte tous ces formats. Alors, en effet, on peut monter et intégrer du texte dans Adobe Rush. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des procédés très simples parce que l'objectif, c'est de monter sur cette application juste avec le doigt. On peut monter sur plusieurs pistes. On peut monter sur plusieurs pistes. En effet, donc, je vais juste enlever la fenêtre zoom et on peut en fait activer ici plusieurs pistes, comme tu le vois ici. Tu vois ici, de même j'ai des pistes audio et j'ai des pistes vidéo. On peut ajouter autant de pistes que l'on veut. Si on doit faire un comparatif avec Premiere Pro, ça veut dire qu'on peut faire la même chose ou c'est plus limité en termes de montage? Alors,
on peut faire la même chose en termes de montage. Tu vois, je peux ajouter autant de pistes que je veux. Je peux ajouter une quatrième, etc. Voilà. Donc, je peux ajouter autant de Alors, pistes que je ce qu'on veux. voit en rouge, c'est l'animation graphique, la partie motion design. Oui, Et ce qu'on voit en dessous, c'est la partie vidéo, les différentes pistes vidéo, enfin la tout à InnaCube. fait. Donc, OK. exactement comme dans Premiere, où on voit les différentes pistes, que ce soit audio ou vidéo, et ce sont des couches qui se superposent en fait. On appelle ça les hiérarchies des calques. Ça, c'est la logique Adobe même. Et comme on le voit ici, ben, mon exemple vidéo, et puis les textes qui se superposent. On peut les mettre l'un à côté de l'autre, il suffit de bouger les blocs, hein, Alors, tout je te pose simplement. des questions parce que c'est juste le moment dans l'explication. Est-ce qu'on peut dissocier l'audio d'une vidéo sur Rush? Alors, tu peux le mettre en mute. Alors ici, il n'y a pas Est-ce qu'on peut d'audio, séparer l'audio, en fait? C'était ça la question. mais tout à fait. En fait, tu peux même carrément supprimer ta piste ou alors décaler l'audio quand il est disponible. Alors ici, ça, c'est les exemples même d'Adobe Rush, mais comme dans Premiere Pro, tu peux prendre, par exemple, un Rush et dissocier l'audio de la vidéo. Tu vois, par exemple, je peux OK. reprendre Non, c'était bon, c'est une source. juste la réponse. Et est-ce qu'il y En a des effet. images clés dans Rush pour gérer les animations? Alors, ici, tu as une série de mouvements et tu as une série de paramètres. Et en effet, tu peux bouger, mais de manière très simple. Ce n'est pas aussi fourni que dans Premiere ou dans After Effects. Donc ici, clairement, tu n'auras principalement que des cuts ou des animations très simples. Toutefois, il y a une petite astuce. C'est que tu peux composer des templates sur Premiere Pro et les mettre directement dans Rush. Je vais montrer un exemple. Donc, ça, je vais enlever. Je peux accéder au template que j'ai fait pour l'atelier. Donc, le template Samsa. Je prends ce template et je l'ai appelé Premiere Pro Template. Ça veut dire qu'il a été fait sur Premiere Pro. Je le prends et je le mets dans ma séquence et j'ai mon template. Donc, on a cette animation. Ce qui est bien avec ce process, imaginons qu'on est en rédaction. Dans le logiciel de montage, Premiere Pro, on prépare une série de templates et on peut les mettre en cloud dans le compte Adobe que l'on a et les utiliser sur Adobe Rush. Ça veut dire que malgré tout, même si Adobe Rush est limité, on peut quand même utiliser les paramètres de Premiere Pro, surtout pour ceux qui ont l'habitude de Premiere Pro, et utiliser toutes ces ressources graphiques dans Adobe Rush via le cloud. Et comment ça marche? Un template, je vais le montrer tout de suite. Ça, c'est mon exemple. Tout simplement, j'ai composé d'abord une première ressource graphique que j'ai paramétrée. Donc, on peut dedans mettre un fond. Si je veux changer le fond, il suffit que je change de couleur, comme ceci. J'ai davantage mis une couleur vive. Ensuite, pour la mettre dans Adobe Rush, on fait clic droit sur l'élément, clic droit, et on clique sur l'option Export as Motion Graphic Template, donc exporter en tant que modèle d'animation graphique. Qu'est-ce que c'est un modèle d'animation graphique? C'est donc un template, un modèle que l'on peut utiliser pour mettre à jour afin de gagner du temps pour éviter toutes les tâches graphiques manuelles. Il suffit à ce moment-là d'utiliser le template ou même de le dupliquer, etc. Et j'en ai fait 3 lignes, au cas où j'ai besoin de 3 lignes. Donc, ou bien on peut composer des templates sur Adobe Rush et bien sûr le mettre dans le cloud, parce que même quand un projet se sauvegarde sur Adobe Rush, il se sauvegarde dans le cloud. C'est vraiment une application dédiée au cloud. On ne peut pas sauvegarder l'application dans, en tout cas le fichier source, dans un projet local. Ça fonctionne uniquement dans le cloud. Par contre, pour Premiere Pro, vu que c'est un logiciel de montage lourd, on peut le mettre ou dans le cloud ou en local, bien entendu, ou dans un serveur, on fait comme on veut.
Et clairement, oui, L'avantage pour Rush de cette localisation dans le cloud, alors l'inconvénient, c'est que si on a un mauvais réseau, ça devient très très compliqué. en L'avantage, effet. c'est qu'on peut travailler aussi à plusieurs, c'est-à-dire qu'on peut commencer un pré-montage et ensuite que quelqu'un d'autre dans l'équipe, s'il y a quelqu'un qui est plus doué en montage, puisse reprendre le montage sans qu'il y ait des fichiers à transférer d'un smartphone à un ordinateur ou etc. C'est Tout une à fait. En fait, facilité en termes de workflow, quoi. dès qu'on ouvre la fenêtre de Premiere Pro, il demande si on veut importer un projet Premiere Pro ou un projet Adobe Rush. Quand on clique sur l'option, eh bien, il sélectionne tous les projets qui sont dans le cloud générés par Adobe Rush et après, on récupère le montage tel quel. Et là, on peut faire d'autres effets, des transitions plus fournies, plus d'animation, plus de colorimétrie, etc. Même en colorimétrie, on peut en faire sur Adobe Rush avec les petites options qui sont ici. Mais ce sont des filtres très simples qu'on retrouve sur Instagram ou qu'on retrouve sur toute application de montage photo sur smartphone. Adobe Rush, en effet, a des applications simples. On l'apprend vraiment en 2 jours, même pas. Il suffit de l'installer, on bidouille, on la comprend très vite parce que ça fonctionne vraiment comme Mojo ou comme Filmic Pro. Sauf que là, c'est un tout en un avec des templates disponibles via une méthode de travail liée à d'autres softs. C'est ça l'avantage d'Adobe Rush. Alors, Alors attends, quelqu'un oui, demande dans le chat si on ne devait pas parler d'After Effects. L'idée, je l'explique, c'est qu'on commence par le plus simple, à savoir oui, Adobe Rush. il vaut Ensuite, on mieux. va aller voir et on commence à aller voir ce qui se passe dans Premiere. Et ensuite, on va aller voir au plus compliqué ce qui se passe dans After Effects et comment on peut gérer à chaque fois. Donc, c'est la logique. En fin d'intervention, on va parler d'After Effects et la manière dont on peut gérer. Et ce qui nous amène à la question qui est posée par Bellet7 qui demande est-ce qu'il y a de Moisson, pardon. Est-ce qu'il y a une connexion possible entre After Effects et Adobe Rush? Ah, très bonne question. Alors, pour l'instant, non. Mais c'est dans les projets de Adobe. L'argument est le voici, c'est que si on compose des templates dans After Effects, il y a des paramètres qui sont plus fouillés et qui ne sont exploitables que dans Premiere Pro. Et pour l'instant, Rush ne détecte que les templates que l'on compose directement dans Premiere Pro. Et je vais en montrer l'exemple tout de suite. Alors, aussi, une autre chose, c'est que si on commence à coder dans After Effects, parce qu'il y a un petit moteur qui s'appelle le moteur des expressions, où ce sont des expressions plus ou moins JavaScript que l'on peut intégrer pour programmer plein d'automations, Adobe Rush ne le détecte pas non plus parce qu'il n'a pas de moteur JavaScript. Par contre, Premiere Pro le détecte. Parce que qu'est-ce que va faire le logiciel? Il va aller prendre le langage dans After Effects. C'est pour ça que lorsque l'on veut utiliser sur Premiere Pro des templates issus d'After Effects, il suffit d'installer After Effects en version d'essai pour quelqu'un qui n'a que l'application Premiere Pro. Ou s'il a tout le package, ben, il installe tous les softs et il est tranquille. Donc, pour résumer, on peut passer d'After Effects, un modèle dans After Effects, on peut le passer dans Premiere Pro. Et Oui. ensuite, ou bien un template de Premiere, on peut le faire passer dans Rush, mais on Et ne le peut pas contraire faire aussi, de passer Rush à Premiere. directement de After Effects à Rush. Non, hélas, parce que c'est dans les cours, parce que Adobe souhaite justement qu'on puisse faire cela. Pourquoi? Parce qu'on peut accéder à ce moment-là à de très grandes possibilités d'automation. Et c'est ce que recherchent les médias. Alors, ce serait très bien qu'un journaliste de brut fasse le tournage sur le terrain, le montage, et puisse intégrer la même richesse d'animation textuelle dans le smartphone. Ce n'est pas encore le cas, mais ça le sera. En tout cas, c'est dans les tiroirs d'Adobe pour rendre les templates After Effects compatibles sur Adobe Rush. Alors, on regarde comment on fait pour transférer un template de Premiere vers Adobe Rush. Alors, je vais montrer tout de suite. Donc, je clique sur l'outil texte. Je clique sur ma fenêtre. Je choisis une typographie. Donc, je vais faire exemple comme ça.fr. Et
Dedans, je peux donc choisir d'avoir un background ou pas, d'avoir Donc là, on est le bien color ou dans pas. Adobe Premiere Pro parce que les interfaces Tout se à fait. ressemblent un peu quand même. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Pour faire l'animation, comment on la setup? On ne fait pas l'animation via la fenêtre Edit. Ça, c'est vraiment juste pour éditer l'apparence du template. Pour l'animer, on clique sur le rush, on va dans la fenêtre Effect Control, et là, on a accès à plein de paramètres pour animer le template. Donc, je vais vite faire une animation. Qu'est-ce que tu fais? Tu Ceci. fais des mouvements comme ça, ouais. Oui, un petit mouvement, tu vois, je fais un truc très simple. Je mets l'opacité, voilà. Et pour faire un mouvement souple, je sélectionne mes keyframes, clic droit, interpolation temporelle, c'est-à-dire pour la dynamique de mouvement, et je choisis Bézier. Donc, je fais mon in, voilà, et puis je fais mon out, comme ceci. Voilà, et opacité. Et donc, dans mon template, maintenant, j'ai un in, j'ai un out, et petite astuce, je ne l'ai pas montré, mais vous voyez en fait dans Adobe Rush, on a quelque chose d'assez particulier, c'est que lorsqu'on étend le calque, on étend le temps d'affichage sans que le in et le out ne soient perturbés. C'est-à-dire que Et le fondu enchaîné, là, il est à la même vitesse, quelle que soit la durée globale d'affichage de l'élément. tout à fait, ça veut dire que l'animation graphique en entrée et en sortie est exactement la même, qu'importe si on l'étend ou si on le raccourcit. Et en fait, c'est ça qu'on détermine dans Premiere Pro. On ne sait pas le faire dans Adobe Rush. Parce que vraiment, comme je le disais, Adobe Rush, c'est très, très simple comme truc. C'est pour ça que vous aurez la plupart du temps des cuts en animation graphique. Et comment on détermine ça? Eh bien, vous avez une petite barre en bleu ici. Il faut juste dire que cette barre, elle est entre les animations, très simplement. Voilà, et voilà. Et donc, on a un in et un out. Et quand on étend, eh bien, mon in et out ne sont pas perturbés. Et on voit en fait dans le calque qu'il y a des petites boxes blanches aux extrémités, à gauche et à droite. Eh bien, ça veut dire que mon template, il est mis en timing responsive. Alors, comment maintenant l'utiliser dans Adobe Rush? Clic droit, Export as Motion Graphic Template. Alors Voilà. ça, c'est le fameux format dont j'arrive jamais à me souvenir de l'acronyme, MOGRT. MOGRT, qui est Oui, le seul format que Adobe Rush accepte. tout à fait. C'est le seul format d'automatisation, donc le seul format de template, parce que c'est le format en fait créé par Adobe. Et je vais dire jusqu'à quel point ça a été la révolution. Mais ça, c'est quand on va mettre un peu les mains dans After Effects, comme ça, je ne disperse pas les informations. Donc, pour l'exporter dans mon projet, je vais l'appeler exemple atelier, comme ça. Eh bien, je peux le mettre dans une destination, je peux le mettre dans les habillages de Canal+, ce que je ne vais pas faire, bien entendu. Je peux le mettre dans l'initiative Journaliste solidaire dont j'ai composé les templates, ou dans Samsa. Donc là, je le mets vraiment dans le cloud. OK. Maintenant, il va l'exporter. Et en fait, dans Adobe Rush, quand donc je vais reprendre les templates, je revois mon template qui est ici et je l'utilise ici. Et on a notre template qui est prêt. Et quand je clique dessus, Edit, et là, je peux le mettre à jour. D'accord. Là, tu peux changer le texte, tu peux changer la couleur, tu peux changer la Tout police, à les fait. caractères, mais plus le mouvement maintenant. Ah, je ne peux plus changer le mouvement. Non, parce que comme je dis, la richesse de mouvement qu'on peut avoir dans Premiere Pro n'est pas dans Adobe Rush. Et ce n'est pas plus mal. Comme ça, on ne fait pas d'erreur. Si on monte sur le smartphone, on ne bouge pas trop de paramètres. Ouais. C'est pour ça que l'application contient vraiment des choses très, très simples. Et tout Qui sont... l'intérêt aussi en équipe, c'est qu'il y en a qui vont être plus aguerris que d'autres et qui vont peut-être être capables de fabriquer les templates dans Adobe Premiere Pro et que les autres qui vont utiliser cette charte graphique et ces animations, eux n'auront qu'à toucher au texte et à l'endroit où ça apparaît et disparaît, quoi. Tout à fait. C'est en fait l'objectif même d'un template. Un template, c'est un modèle.
Un modèle, ça sert à faire quoi? À gagner du temps, à contraindre une identité visuelle et à fluidifier une production. Et on peut mettre autant de paramètres que l'on veut selon ce qu'accepte bien entendu le software. C'est pour ça que dans Premiere Pro, c'est plutôt des animations textuelles simples, des templates simples. Et dans After Effects, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça, je vais l'expliquer après, bien entendu. Donc, comme on peut le voir ici, de même que lorsque j'augmente la taille du calque, j'ai mon in et mon out qui sont protégés. Et pour le modifier, je clique dessus, edit, et voilà. Et on peut mettre autant de lignes que l'on veut, hein, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Donc maintenant, si je fais Enter, j'ai une autre ligne. Si on a besoin de raconter un récit sur 3 lignes, par exemple, ou sur 2 lignes, 3 lignes maximum. Petite question technique de Gilles Baudu dans le chat. Comment fais-tu pour paramétrer ton template de telle sorte que le cartouche suive la longueur du texte? Ah, d'accord. Alors, le fond, en fait, c'est un paramètre prédéfini sur Premiere. Donc, en fait, quand je clique sur mon template, je modifie mon texte, je peux ajouter autant de lignes que je veux ici. Ici, j'en ai mis une, mais je peux en mettre une deuxième si je le souhaite. Quand je clique sur cette ligne, je peux configurer un background et ça se fait automatiquement. Dans After Effects, c'est différent, mais je vais l'expliquer après. Donc, en fait, il suffit de cocher la case Background, de choisir une couleur, et la couleur est disponible. Et si tu rajoutes du texte, ça va suivre automatiquement, quoi. Ah oui, oui, maintenant, si je modifie mon template, le procédé est différent sur After, parce que After est dédié à des automations, à du workflow, à une méthode de production très solide et permet énormément de développement autour de scripts, de plugins, de liaison à une interface web, etc. Mais je vais en faire quelques démos après. Ici, ce sont des paramètres qui sont très simples. C'est pour ça aussi que ce type de procédé, ça ne s'adresse pas aux développeurs ou aux motion designers. Un motion designer ou un développeur, lui, il va faire des choses beaucoup plus balèzes. Ici, vraiment, ça s'adresse à des monteurs qui n'ont pas d'expérience en animation graphique, mais qui veulent quand même faire des templates. Et sur Rush, ça s'adresse à des personnes qui n'ont pas la vidéo en métier. Mais en effet, pour faire une cartouche qui suit le texte, il suffit juste de cliquer sur le paramètre. Et après, on peut même modifier les marges ou modifier l'opacité. C'est assez souple comme paramètre et c'est assez simple à configurer. Vraiment, ça s'apprend en 1 heure si on est un petit peu habitué à Premiere. Et même Premiere est une application qui, pour ce genre de format, comme les formats de Brut, ça s'apprend assez vite. Brut, en fin de compte, c'est beaucoup de cuts et c'est énormément de templates qui sont conçus par la mode de production Embrace pour laquelle aussi je bosse. C'est pour ça qu'on fait régulièrement des mises à jour. Et le workflow de Brut est en fait très simple. C'est du montage vraiment simple. Ça prend vraiment en 2-3 jours. Et après, il faut un peu de pratique pour s'habituer à la charte, à la manière de raconter. La difficulté, c'est toujours de pouvoir narrer clairement les choses. Ça, c'est toujours la difficulté éditoriale. La narration est toujours la première chose avant de faire du montage. Il faut être sûr de savoir ce qu'on veut narrer, faire un script, etc. Mais ça, ce n'est pas de la vidéo, c'est de la narration, c'est de l'éditorial. Pour ce que j'en sais aussi chez Combini, c'est le même genre de fonctionnement où il y a des créateurs de templates, des directeurs artistiques qui définissent des chartes et des produits éditoriaux en termes de chartes. Et ensuite, ceux qui montent les sujets au jour le jour utilisent Premiere, je crois, de mémoire pour faire ces montages et en utilisant effectivement des templates qui ont été définis préalablement. Tout à fait. En fait, l'objectif de ça, c'est qu'il y ait une équipe graphique qui est dédiée à de la production très riche, automatisée, avec des animations très fournies, et qui conçoivent aussi les formats graphiques qui vont être utilisés dans les narrations, bien sûr suivant la demande de l'éditorial. Et ensuite, un directeur artistique, une graphiste et un motion designer vont faire des maquettes, tout d'abord en images fixes, des boards sur Illustrator pour déterminer la typographie, les couleurs, l'espacement, etc. Faire des maquettes animées sur After Effects pour savoir comment va bouger cet habillage. Et ensuite, vont développer les templates pour automatiser la production. Scan, avant d'en passer à After Effects, 2 questions.
La première de Laurent Claus qui demande si on peut changer, est-ce qu'on peut changer la position du titre sur la vidéo dans Rush, l'endroit où le titre apparaît. Est-ce qu'on ça on peut le Ben, en fait, modifier dans Rush? il suffit de le prendre. Donc la C'est réponse pour est ça oui. que, tout à fait. C'est pour ça que c'est une interface qui est très simple parce que sur le smartphone ou sur l'ordinateur, on prend son doigt ou on prend le curseur et on fait un clic maintien. Et voilà. En effet, c'est tout à fait possible. Autre question, alors là je ne peux pas lire le nom parce que c'est des lettres et des chiffres. Est-ce qu'il est possible d'ajouter des sous-titres automatiques dans Rush? Alors, on peut le faire de même. Donc, ça veut dire qu'un sous-titre, ce serait ici. Il suffit de faire le template correspondant. Donc, ça veut dire que Mais ça ne on sera pourrait pas très bien. automatique. Enfin, je veux dire, je ne sais pas ce qu'il entend par automatique, Ben, mais ils ne vont pas automatique, c'est se juste. générer automatiquement en tout cas. On peut créer un template pour les sous-titres. Tout à fait. En fait, la seule manière de fonctionner avec ça, c'est que le moteur d'éléments graphiques de Adobe Rush, c'est des Motion Graphic Templates. Et donc, toutes les ressources, comme le sous-titrage, c'est de même des Motion Graphic Templates. C'est que peut-être qu'il a l'habitude de Premiere Pro, je ne sais pas s'il est habitué au montage, bien entendu, mais en fait, il y a deux manières de faire du sous-titrage en Premiere Pro. Ou bien on utilise une option qui s'appelle Caption, ou légende en français, ou bien on utilise un Motion Graphic Template pour automatiser du sous-titrage. Je vais montrer un exemple tout de suite. Donc, je prends Premiere Pro, je vais prendre par exemple l'habillage. Je vais prendre l'habillage peut-être de ceci et on peut en effet faire du sous-titrage. Par exemple, ici, il y a des mentions et c'est un peu comme l'élément de sous-titrage et on a les mentions en bas et là, on remplace les phrases. Sauf que ce template, pour pouvoir faire un template qui s'auto-centre automatiquement, donc je vais faire bonjour, comment avez-vous? Vous allez voir. Le template, les phrases s'auto-centrent automatiquement. Ce genre de template, c'est configuré sur After Effects parce qu'il y a du codage qui permet d'auto-centrer. Mais on pourrait très bien prendre l'élément texte, comme ceci, mettre l'élément en bas et composer ainsi son template. Et après, le mettre dans Rush. À ce moment-là, le template se trouve ici et il suffit ensuite de dupliquer en fait les éléments, tout simplement. J'en prends autant que je veux. Et ça peut être considéré comme de sous-titrage parce que Adobe Rush prend tous les motion graphic templates et on peut les mettre dans toutes les apparences que l'on veut. Attention, ça reste simple. Alors, c'est peut-être le moment de passer au dernier des trois logiciels qu'on passe en revue rapidement aujourd'hui dans cette suite Adobe. Le logiciel de référence du motion design, After Effects. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est journaliste et communicant? Moi, j'ai mis mon nez dans After Effects. Honnêtement, j'ai fait demi-tour, quoi, parce que c'est d'une complexité qui peut être décourageante. Alors, est-ce que tu peux, toi, nous montrer des chemins d'entrée dans After Effects qui ne vont pas nous décourager? En effet, je vais montrer quelque chose. Je ne vais pas aller trop loin parce que je peux très vite perdre les gens si je commence à parler de workflow, d'automatisation, etc. On peut très vite perdre les gens. Mais je vais montrer déjà la finalité de la chose. Donc ça, c'est un template que j'ai fait pour Journaliste Solidaire et je vais montrer… Alors, Journaliste Solidaire, c'est une initiative qui est née à l'occasion de la crise du coronavirus par un certain nombre de journalistes indépendants notamment, qui essayent, entre autres choses, de déjouer les fake news et de dénoncer les fake news, notamment à travers des vidéos qui démontent ces fake news. Tout à fait. Et en fait, on est 4 ou 5 mentors dans l'initiative pour cadrer le projet, pour inspirer les jeunes à des méthodes de production, pour faire en sorte que ça devienne en fait une rédaction sérieuse, parce que c'est l'objectif du projet. Et je vais montrer en fait comment je fais un template de journaliste solidaire sur After Effects. Donc ici, on a un template. Donc là, on est arrivé dans After Effects. Hein. Tout à fait. Donc, pourquoi utiliser After Effects? Donc, en effet, After Effects est une des applications de référence pour faire de l'animation graphique. C'est l'application de référence, on va dire. C'est l'une des applications. Un motion designer généraliste emploierait plusieurs applications. Il emploierait Photoshop, Illustrator, Cinema 4D, 3ds Max, After Effects. Il y a énormément d'applications pour faire du motion design. Parce que tout ça, toutes ces applications font partie d'un art qui s'appelle l'animation graphique.
le motion design. Le motion design, c'est vraiment un art qui raconte les choses de manière visuelle. Donc, After Effects, ce n'est pas du motion design, c'est une des applications qui existent pour pratiquer cet art. C'est pour ça qu'un motion designer, forcément, il connaît After Effects. Mais il peut connaître l'application Cavalry, Cinema 4D, Octane Render, Cavalry, Clarifier, je veux dire. Donc, il y a énormément d'applications qui permettent de faire de la 2D, de la 3D, etc. Mais en effet, After Effects, depuis des années, s'impose comme l'application de référence pour ce type de format et pour de l'animation graphique en 2D, parfois en 3D. Et en fait, pourquoi on utilise After Effects chez Brut, chez AG+, Vox, Combini? Parce que After Effects permet énormément de richesse d'animation graphique et des possibilités d'automation, à tel point qu'on peut lier, comme le fait Embrace avec leurs produits, on peut lier After Effects à une page web et animer des bandes annonces et faire des habillages qui sont pratiquement automatisés. Par exemple, le journal L'Avenir m'avait demandé en 2018 pour la campagne des communales en Belgique de faire un format où sur Premiere Pro, il n'y a même pas de montage à faire. C'est des templates qui sont des in et out qui sont faits de bout en bout avec des modèles de séquences. Il n'y a aucun montage à faire. Ils n'ont plus qu'à insérer leurs informations et leurs photos et c'est tout. Alors, qu'est-ce qui est compliqué dans After? Je vais d'abord montrer le template type. Donc ici, j'ai 3 lignes. Dans ma fenêtre qui s'appelle Objet graphique essentiel, qui a été une petite révolution. En anglais, c'est Essential Graphic. Cette fenêtre, elle existe depuis 2018. Elle a aidé énormément à ce que les chaînes puissent fluidifier leur production. Avant, c'était beaucoup plus compliqué parce qu'il fallait faire des passerelles entre After Effects et Premiere Pro en important des projets After Effects ou en développant des solutions en interne qui étaient c'était vraiment du bidouillage. La révolution d'Adobe à ce moment-là, c'était de créer cette fenêtre qui permet de créer un format, c'est-à-dire le MOJRT, donc l'expression que tu as du mal à retenir, et à tout centraliser dans Premiere. Et tout ça, ça se fait dans After Effects. Alors, là où c'est compliqué avec After Effects, c'est que dans ce template, par exemple, je vais prendre une des bandes qui est ici. Vous voyez, dedans, j'ai une petite boîte dans laquelle un bandeau est animé en fractal, on appelle ça. Et bien, dedans, il y a du code, tout simplement, qui permet en fait de lier des paramètres, de rendre cette bande automatisée. Ça, c'est compliqué. Alors, je vais pas amener... Est-ce qu'il y a des bibliothèques de code, comme on sait que les codeurs partagent un certain nombre de choses? Pas dans ce monde-là. Il n'y a pas un GitHub où on peut récupérer des bouts de code qui font telle animation ou telle autre? Alors, ce que Adobe permet, par exemple, je vais essayer de le prendre ici, sur ce site, MOJRT. C'est une des plateformes d'Adobe. Il présente en fait la composition complexe d'un motion graphic template. Alors, il partage un peu de code. C'est quoi la difficulté du code? Donc, c'est vraiment des codes standards. Mais il faut faire attention à une chose. Quand un média a une demande particulière, et tous les médias ont une demande particulière, chacun veut son paramètre, son identité visuelle, ses animations, ses automations, eh bien, le code change à chaque fois. Il n'y a pas de code copier-coller, ça fonctionne. Il y a des codes que l'on adapte ou des codes que l'on réécrit ou des solutions que l'on trouve pour configurer des paramètres. Il n'y a pas une bibliothèque de code préétablie. S'il y a une bibliothèque de code, elle est disponible dans After Effects. Elle est juste ici. Il y a toutes des expressions. Et il y a aussi cette ressource que l'on peut étudier, mais attention, les projets d'exemple, ce n'est pas forcément les projets d'exemple qu'on va retrouver dans Brut, dans Vox, dans AJ+. Tout ça, ce sont des développements qui sont faits par des consultants qui sont spécialisés dans ce domaine et qui codent, qui développent les solutions nécessaires demandées par les médias. Alors, comme vous le voyez, il y a du code, il y a énormément d'animations textuelles. Et par exemple, quand j'ouvre cette ligne, je peux activer la bande. Et je peux dire à cette bande, donc, simplement, qu'elle arrive, si je veux la surligner, je peux activer la bande. On appelle ça une condition if-else en disant que si c'est on, c'est une valeur 0. Si c'est on, c'est une valeur 1. Si c'est off, c'est une valeur 0. Donc, l'opacité est à 0. Et là où l'automation est intéressante, c'est que je peux choisir mes mots et je peux l'étaler sur autant de mots que je veux. Donc ici, c'est 3 mots.
je peux dire que j'étale simplement sur 2 mots. Et donc, à ce moment-là, ça va être sur 2 mots. C'est là où c'est très, très souple. Mais ça prend du temps à comprendre et à apprendre. Moi, ça m'a mis plusieurs années parce qu'il y a énormément de techniques qui rentrent en compte. Des techniques d'animation, de design, de workflow, de codage. Toutefois, durant l'atelier, durant la formation qui aura lieu sur 2 jours ou 4 matinées, je pense, si on l'a fait à distance. Sur 4 matinées, oui. Là, je vais l'expliquer pas à pas comment faire ces animations textuelles. Mais je vais vous montrer un exemple. Alors justement, pour aller sur ce point-là, qu'est-ce qu'on va apprendre justement par rapport à ça dans la formation? Donc, on va apprendre comment créer un modèle simple dans After Effects et ensuite le déployer sur Premiere et sur Rush? Tout à fait. Et là, je vais donner quelques lignes de code. Comme ça, ils peuvent aller un peu plus loin en automation. Ce sont des lignes très, très simples qui sont très faciles à mettre à jour. Il faut juste comprendre le process. Mais en effet, je vais donner quelques clés pour que les gens puissent aller plus loin que l'animation textuelle simple et puissent commencer à concevoir des formats. Après, libre à chacun de continuer l'entraînement avec la liste de ressources que je vais passer. Mais là, il faut consacrer du temps. Moi, ça fait combien de temps que je travaille dans ce domaine? Ça fait 12 ans que je travaille dans ce domaine. Je consacre une partie de ma vie à la formation pour aller de plus en plus loin, pour me perfectionner tout le temps. Je suis vraiment dans ce mode où je forme, je fais des projets professionnels, j'essaie que ça soit de haut niveau et je me forme moi-même à plein de procédés. Mais l'idée là pour la formation, c'est qu'on puisse arriver à ce qu'il y ait une personne, par exemple, dans une équipe qui produise le template de départ simple dans After Effects et qu'ensuite on le rende utilisable pour le reste des membres de l'équipe, soit dans Adobe Premiere Pro, soit dans Adobe Rush. Tout à fait, parce que la formation va porter sur l'animation graphique sur After Effects, avec essentiellement des éléments qu'on va utiliser pour les réseaux sociaux, et aussi à la composition de templates entre Adobe Premiere Pro et Rush, au cas où ils font du workflow, du montage sur leur smartphone. Et comment on fait, et c'est quoi la réelle différence entre After Effects et Premiere Pro en pratique pour l'animation textuelle? C'est que si je crée un texte ici, je vais l'appeler exemple, animation. Je mets en blanc, en bold et en plus grand. Et je vais mettre ça à 80 pixels, ça suffit. Même 75, un peu plus petit. Et pas de majuscule. C'est que dans After Effects, c'est ce qu'il n'y a pas en fait dans Premiere Pro. Il y a un moteur d'animation de texte. Donc quand j'ouvre mon calque, ici, il y a un petit bouton qui s'appelle Animate. Je peux animer des propriétés très profondes d'une animation d'un texte. Donc par exemple, si je veux faire une espèce de glitch et faire venir mon texte lettre par lettre, ces paramètres, je mets une position de in, voilà, je mets l'opacité à 0, et quand j'ouvre ceci, j'ai un sélecteur de plage, comme ceci, qui me permet de faire venir mes lettres l'une après l'autre, avec les 2 options que j'ai configurées, c'est-à-dire une position et une opacité. C'est le moteur d'animation textuelle qu'il n'y a pas en Premiere. Et si je veux, par exemple, si je veux faire une animation typique brute, c'est ceci. Clic droit, masque, nouveau masque. Donc vraiment, c'est comme brut. Hein. C'est la même animation que brut. J'étends mon masque. Ici, je clique sur position pour animer juste mon texte et pas mon masque. Je fais venir mon texte comme ceci. Voilà. Je vais un peu plus loin. Je vais étendre juste ma composition sur 10 secondes ou même 6 secondes, pas besoin de plus. Voilà. Mon texte ici, je le mets à 0. Je fais mon in et puis mon out. Je la mets en haut. Et ensuite, je vais dynamiser mon animation parce que pour l'instant, c'est vraiment une animation linéaire. C'est pas joli. Donc, je vais vraiment faire très court ici. 20 frames pour animer en in et 20 frames pour animer en out. Je sélectionne tout et je vais lisser le mouvement, on appelle ça. Et maintenant, je vais faire quelque chose
de beaucoup plus dynamique. Donc en in, on a ceci, in et out. Donc c'est vraiment l'animation de brut. Et je pourrais faire… Tu peux le lire à vitesse normale parce qu'on ne s'est pas bien rendu compte. Alors parfois After Effects bug. Donc, mais je vais le lire de la sorte. Voilà, en in et en out. Okay. En in et en out. Et je peux ajouter autant de lignes que je veux. Je conseille maximum 3 lignes. Il n'en faut pas plus. Et en fait, c'est ce qui me permet, c'est ce moteur-là qui me permet de faire des animations riches, de choisir mes animations, que ce soit mes animations de teinte, de bande ou d'animation textuelle, et de mettre du code pour configurer plusieurs automations. Et c'est pour ça qu'on ne sait pas le faire dans Premiere, parce que After Effects est une animation dédiée aux effets spéciaux et à l'animation graphique. Je ne connais pas Premiere Pro. Premiere Pro, on sait faire des animations simples, mais surtout du montage. Alors, Scan, on va passer peut-être aux questions. Alors, certaines ont été posées dans le cours de cette présentation. Question importante, est-ce que Rush est compatible avec Final Cut Pro? Non. Non. Final Cut, donc c'est développé par Apple. Rush est développé par Adobe. La seule manière de rendre ça compatible, c'est de faire un export avec une couche alpha pour le mettre dans Final Cut. Mais c'est très lourd comme process. Tout simplement parce que Adobe, comme toute entreprise, elle va protéger sa solution et la fermer aux autres applications. Apple fait pareil. Hein. Et Apple de l'autre côté. Et Apple fait pareil. À moins qu'il y ait un partenariat un jour entre les deux marques. Par exemple, pour la 3D et la 2D sur After Effects, Maxon, qui développe l'application Cinema 4D, a fait un partenariat avec Adobe pour qu'on puisse faire de la 3D dans After Effects avec le logiciel. Donc, ils ont développé des outils spécifiques. Mais c'est un partenariat, en fait. Si maintenant, Final Cut fait une collaboration avec les développeurs, avec Adobe, ils peuvent très bien rendre le format compatible. C'est juste une question de partenariat et de volonté. Mais pour l'instant, la seule solution, c'est de faire un export en AVI avec une couche alpha ou en ProRes avec une couche alpha, c'est-à-dire avec une couche transparente comme ceci. Okay. Afin que ces titrages, on puisse les mettre dans Final Cut. Question, est-ce qu'on peut mettre en place des fondus dans Rush? Alors, c'est très simple, Rush. C'est vraiment des cuts. Il n'y a pas autant de lissage de keyframe, de courbes de mouvement, etc. Hélas. Donc vraiment, je donne un exemple ici. Les templates qui sont composés ici, donc la plupart des templates, surtout quand ils sont vraiment… Donc on rappelle, hein, ceux-là, il ne faut pas les créer, ce n'est pas des que toi tu as créés, c'est ceux qui sont délivrés d'office avec le logiciel quand on l'installe. Tout à fait. Donc ces templates, par exemple ceci, prendre ceci, ce template-là, il est fait dans Premiere Pro. Typiquement. C'est-à-dire qu'à l'origine, il a été créé dans Premiere Pro, quoi. Tout à fait. Donc, j'en installe un autre. Ça, c'est vraiment Premiere Pro. Adobe Rush n'est pas capable de faire cette petite complexité, cette petite richesse d'animation. C'est vraiment très simple comme application. Il ne faut pas en espérer beaucoup. Une question alors qui concernait Rush à nouveau. Un utilisateur de l'application mobile de montage LumaFusion, qui est très complet, dit-il, ce que je confirme. Est-ce que Rush est aussi complet que LumaFusion? Dans LumaFusion, c'est en effet, on peut faire des teintes, des animations, du titrage, etc. En fait, c'est pour ça qu'Adobe a voulu être présent sur ce marché pour faire ce type d'application. Il est aussi complet que Filmic est complet ou que Mojo est complet. Quoique, par exemple, que ce que n'a pas LumaFusion et que a Mojo, c'est qu'il peut diffuser en live des vidéos. Ce que n'a pas Rush ou Luma. Donc, c'est vraiment des applications de montage. Et si on peut faire de l'animation graphique sur Rush, ce n'est pas des keyframes comme Premiere Pro, c'est juste des presets comme vous le voyez ici. Et si je veux faire simplement… alors que dans LumaFusion, on a les keyframes, justement. Voilà. Alors que dans Luma, justement, il y a les keyframes. C'est là où il a sa force et c'est là où c'est comme dans Premiere Pro. Et si je veux faire une opacité, je prends ce template, je le mets dessus et hop, c'est ce que j'ai comme truc. Mais je n'ai pas plus. Hein. Il ne faut pas en espérer plus.
Question, tu as répondu rapidement tout à l'heure, mais on revient dessus avec une question de Pauline Rivière. Est-ce qu'on peut basculer des formats titres de Rush vers Premiere? Alors, je vais le sauvegarder et je vais montrer typiquement un projet. Donc, je ferme mon projet Premiere Pro. Rush, enfin oui. Et pour basculer de Premiere Rush à Pro, dès que Premiere Pro s'ouvre, donc ça c'est la fenêtre qu'on a à chaque fois que Premiere Pro s'ouvre, on a cette petite option Open Premiere Rush Project. Quand je clique dessus, il cherche ce qu'il y a dans le cloud et là je peux ouvrir des projets. Donc des projets types qu'on pourrait composer. Si par exemple je prends Untitled, voilà, il me reprend ma séquence que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas très expert en vidéo peut commencer un montage simple et éventuellement mettre en place des animations simples sur Rush et ensuite le transférer facilement à quelqu'un, un monteur ou quelqu'un qui a plus d'expérience pour finaliser, vraiment finaliser le montage et la production, quoi. Et en fait, c'est pour ça que sans vouloir défendre Adobe, parce que je ne suis pas du tout leur actionnaire, ni leur consultant officiel, ni rien. Alors, c'est bien de le dire, nous non plus, on n'a aucun intérêt dans le… Moi, mon objectif, ce n'est pas de défendre un logiciel. C'est de voir quel logiciel peut être une réponse à une demande d'un média. De voir quel est l'outil le plus efficace. Il se fait que, pour ce type de demande, les applications Adobe sont très courantes. Brut n'utilise que ces applications. C'est là ce qui est intéressant entre Adobe Rush et Premiere, en effet, c'est que le journaliste peut faire son montage, peut faire tourner ses rushs, faire des cuts simples sur Adobe Rush. Le projet est sauvegardé dans le cloud. Il notifie son monteur que son projet est prêt à être exploité pour faire un peu plus d'effets. Le monteur reprend le projet dans le cloud et il l'enrichit avec des animations textuelles, des habillages, des automations, etc. C'est là où c'est très puissant. C'est là où, vu tout l'écosystème des applications d'Adobe, ça a de la force. Parce que si maintenant on ne monte que sur Rush, on peut très bien prendre une autre application qui peut très bien faire le taf comme LumaFusion, en effet, ou comme Filmic Pro. Quoique Filmic Pro est moins Filmic Pro, Filmic Pro, c'est pas pour du montage. Hein. Tout à fait. Filmic Pro, c'est pour le tournage. Ou du Mojo, par exemple. Alors, question complémentaire de Iñaki Calino qui demande est-ce qu'il y a des sites pour trouver des exemples de templates utilisables gratuitement? Alors, il ne précise pas de quelle application il parle, mais pour Rush, est-ce qu'on trouve des templates quelque part, hormis ceux qui sont déjà présents dans le logiciel? Oui, en fait, on pourrait très bien prendre, si par exemple je vais sur Internet, je tape Premiere Pro template, on trouve plein de sites. Et notamment, il y a… Alors là, est-ce qu'il y a des mises en garde à faire? Parce que souvent, il y a le pire et le meilleur dans ce genre de choses. Il faut savoir détecter les bonnes ressources et les moins bonnes. Moi, je trouve que Motion Array est une bonne ressource parce qu'il y a vraiment des templates de qualité. J'aime pas vraiment Video Eye ou Evento, c'est pas trop mon truc. Je préfère la qualité des templates de Motion Array, mais j'aimerais bien prévenir une chose. Vous ne trouverez pas les process de brut d'AG+ ou Vox dans tes templates typiques de Motion Array. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que c'est des demandes particulières de médias. C'est des demandes d'engineering, de process, d'automation, des productions très particulières. Chaque média a sa manière d'envisager la technique, d'envisager la production selon ses contraintes, ses ressources, son nombre d'équipes, etc. Le process du monde est un tantinet différent que le process de brut. C'est les mêmes logiciels, mais la manière de procéder et d'envisager les automations est différente. Et pour le coup, je le sais parce qu'il y a un pote qui s'appelle Antoine Chirer qui travaille au Monde et on discute quelquefois des process vidéo du journal Le Monde. Alors, peut-être qu'on mettra cette ressource-là dans le mail qu'on va envoyer à ceux qui ont assisté ou pas pu assister au webinaire pour leur proposer le replay et leur transmettre quelques ressources complémentaires. Question, on va reprendre encore une ou deux questions. Quid de KineMaster qui ressemble beaucoup à Adobe Rush en moins cher, nous dit-on? KineMaster, je n'ai pas testé.
Alors, pour essayer, moi, de répondre à la question, puisque on utilise régulièrement KineMaster en formation, KineMaster n'est pas du tout bon et efficace en termes de templates. Les templates sont vraiment pas très jolis, un peu, voilà, c'est un peu compliqué, alors que ceux de Rush sont quand même plutôt très bien foutus. Après, KineMaster est une très bonne appli de montage qui existe à la fois sur Android historiquement et sur iOS. Quelqu'un nous demande est-ce que Rush ressemble à iMovie? Oui, oui, ça y ressemble. C'est aussi pour mettre du titrage. Ça y ressemble. Vraiment, c'est des applications assez similaires. C'est pour ça que je dis que si on a besoin que d'une application sur smartphone, il y en a plein. Mais si on veut l'intégrer dans toute une production, dans tout un flux, là, Adobe Premiere Rush et Premiere Pro peuvent être utiles pour communiquer ensemble dans le cloud. Quelle est la différence entre l'effet fait manuellement dans Premiere, la case en haut à gauche, et l'effet qui est disponible dans la bibliothèque d'effets dans le carré en bas à gauche? En fait, dans Premiere Rush, il y a des presets qui sont très simples. Il n'y en a pas beaucoup. Dans Premiere Pro, on peut configurer un peu plus de choses. Par exemple, dans Premiere Pro, il y a des effets d'opacité, de position, de point d'ancrage. Et on peut utiliser toute une série de presets qui sont compatibles avec Premiere Rush. La différence, c'est que sur Premiere Pro, les animations peuvent être plus riches, alors que dans Rush, pas du tout. C'est juste des presets très basiques. Comment importer un élément sans fond de After Effects à Premiere Pro? Alors je le montre tout de suite. Donc, je partage ma fenêtre After Effects. Donc, quand on configure un template dans cette composition, on fait clic droit, Open in Essential Graphic. Là, si je veux mettre du texte dedans, je prends le texte source, je le drag and drop ici, et puis je l'exporte. Il suffit que je clique sur Export Motion Graphic Template. Je l'exporte, Save. Ma fenêtre va s'ouvrir. Et là, je vais le mettre en local ou dans mon cloud, tout simplement. C'est un peu comme Premiere où je vais partager cette fois-ci la fenêtre de Premiere comme ça. Je rappelle dans Premiere comment on fait. Si j'ai un template qui m'intéresse, clic droit, Export as Motion Graphic Template. De même, le projet va se sauvegarder et il va mettre la même fenêtre que dans After Effects. Voilà. Finalement, est-ce que LumaFusion est plus performant que Rush? C'est des équivalents. Disons que je ne suis même pas dans le débat qui est plus performant que l'autre, c'est que est-ce que ce user-là, il trouve ce qu'il veut faire avec cette application? C'est un peu comme le débat Mac-PC. C'est quoi le plus performant? Il n'y a pas de plus performant. C'est selon ses besoins, qu'est-ce que l'on veut, ou est-ce que ça s'intègre dans un workflow typique? Il y a des médias qui travaillent que sur Mac, il y a des médias qui travaillent que sur PC. Et ce que je dis moi en général face à ce genre de questions, c'est qu'il faut choisir ses inconvénients. Parce qu'on regarde souvent les avantages et en fait, c'est les inconvénients qu'il faut regarder parce que c'est ceux-là qui sont les plus durs à supporter. Il s'agit de tester les deux applications et de voir si cette personne est convaincue par l'une ou l'autre et si ça convient à ses usages ou à sa compréhension des choses, tout simplement. Merci beaucoup Scan. Je rappelle que tu assures des formations professionnelles pour samsa.fr et que vous pourrez en savoir plus en allant sur le site de samsa.fr. Et si moi j'arrive à partager, je suis pas sûr, mon écran à ce moment-là. Normalement, j'avais préparé un truc que je vais peut-être réussir à vous montrer et qui renvoie vers la formation que tu assures chez nous. Alors, c'est pas ici. Oh, peut-être qu'un jour, je saurai utiliser ce machin-là. Voilà. D'ici quelques temps, je vais y arriver. Hop. Et donc, je vous l'avais dit, il y a un discount de 10%. Hop, je vais vous montrer celui-là.
sur la formation avec le code de réduction template. Je pense que c'est le mot qui a été le plus souvent prononcé dans le cadre de cet atelier. Si vous voulez arriver directement sur la page de la formation qui est proposée par Scantricky, vous vous contentez de photographier, enfin de prendre votre appareil photo sur votre smartphone et de viser ce QR code et vous arriverez directement sur la page de la formation. Cette formation, elle est organisée en ligne, elle est programmée sur 4 demi-journées. Ce sera les 4, 5, 6 et 7 mai 2020, le matin de 9h30 à 13h. Il s'agit de classes virtuelles en ligne en petits groupes de 12 personnes maximum. Donc, on peut vraiment, là, c'est pas 250 comme on était là dans le cadre de ce webinaire, mais c'est vraiment quelque chose où, Scan, toi, tu pourras répondre véritablement individuellement aux problématiques de chacun. Et si vous souhaitez vous inscrire, ben, vous cliquez sur le bouton s'inscrire sur la page de la formation en question et vous nous mettez le petit mot de code de réduction template, je le répète. Et comme ça, on vous fera bénéficier de 10% de réduction sur cette formation, en sachant, et je le répète, que pour les personnes qui sont en France, il existe des dispositifs de financement de la formation en fonction de votre statut, suivant que vous êtes CDI, CDD, pigiste, demandeur d'emploi, intermittent, etc. Donc, vous nous précisez ça lorsque vous nous écrivez. Comme ça, on pourra vous aider à identifier les financements auxquels vous avez droit. Merci à tous en tout cas d'avoir assisté à cet atelier. Merci pour votre compréhension suite au bug de départ. Merci beaucoup à toi, Scan, d'avoir Avec plaisir, partagé Philippe. Merci de ton m'avoir invité. enthousiasme et ton savoir-faire immense dans le domaine du motion design. Et puis, je pense qu'on se retrouvera bientôt pour de nouveaux ateliers sur d'autres thématiques, toujours liées à la production de contenu numérique avec samsa.fr. Merci à tous et à très bientôt. Et puis, on vous enverra bien sûr le replay de cet Assurément. atelier ainsi que quelques ressources que tu partageras avec nous, Scan. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. À bientôt. Bonne journée et prenez soin de vous.